Et Bigot, t'as pas vu le bel? Non, non. Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique alors, particulier? Allez, dépêche-toi. Allez, monte. Si tu savais, si Attendez, tu savais, non. les corbeaux, les vaches. Oh, non, attends, laisse-moi prendre mon souffle. Oh, je t'ai ramené un petit souvenir. Je te remercie. Si tu savais. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Non, t'as jamais vu des embouteillages pareils, mon vieux. 3 heures pour venir de chez moi, 3 heures. Tu viens? Des reflets? Tout Paris à traverser. Quelle aventure. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 11, épisode 40. Bim bam badaboum. Le cinéma de Philippe de Broca est léger, tragique, romantique et est l'incarnation de l'héroïsme et de l'aventure. Cette dernière commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure, c'est le trésor que l'on redécouvre chaque matin. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma Quel est mieux que les autres. Et donc ce soir au programme, nous l'avions annoncé la semaine dernière, émission spéciale consacrée à L'Homme de Rio et au cinéma de Philippe de Broca de manière générale, à l'occasion de la diffusion au cinéma Arvor dimanche prochain, 30 juin, donc de L'Homme de Rio, film de 1962 dans sa copie magnifique qui avait été restaurée en 2013 à l'occasion de l'anniversaire du film. Donc voilà, pas d'annonce plus en avant parce que on aura un programme déjà largement chargé. Juste, donc c'est notre antépénultième émission de la saison, car la semaine prochaine nous ferons une émission spéciale consacrée à Bob Dylan et son rapport au cinéma à l'occasion de la diffusion sur Netflix du documentaire Rolling Stone Review, Bob Dylan Story by Martin Scorsese. Donc film hyper intéressant et sur lequel nous aurons moyen de largement discuter, d'autant que nous aurons notre spécialiste dylanesque avec nous dans les parages. Et après, donc ça sera la dernière émission en direct, et la dernière émission de la saison sera donc dans 2 semaines. Ce sera une mixtape consacrée à l'œuvre de Bob Dylan. Je vais réussir à faire ça avec Mathieu sans trop de problèmes. Et donc pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique rhéno-rennaise, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Du retour du Hellfest et tout fourbu. Oui, courbaturé. Courbaturé. Il est avec nous carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. À la mise en son de cette émission, il y a bien évidemment Gal et le docteur Erwan. Bonsoir. Car il y aura une passation de pouvoir, car en ce moment même sur le campus de Rennes 2, il y a un petit barouf avec moult amuse-gueule et amuse-la-bouche, voilà, pour détendre l'atmosphère de cette vénérable institution qu'est l'université Rennes 2, qui fête ses 50 ans donc. Carla s'excuse de ne pas pouvoir être là, car les chaleurs récentes l'ont terrassée, comprenez la pauvre, elle est fragile. Et donc nous serons entre nous pour parler du fabuleux et magnifique cinéma de Philippe de Broca. Donc de toute façon il se passe pas grand chose dans le monde du cinéma autrement, il n'y a pas grand chose qui sort, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc L'Homme de Rio, qui je le rappelle donc passe à l'Arvor dimanche prochain, et c'est que moi personnellement c'est un film que j'aime énormément, L'Homme de Rio, et le cinéma de Philippe de Broca aussi de manière générale. C'est un cinéaste dont j'ai vu plusieurs œuvres étant tout petit et qui m'ont fortement marqué, comme je veux dire, une palanquée de français, on va dire. C'est un peu les films de Broca avec Belmondo, parce que c'est lui donc, qui est le héros de L'Homme de Rio, ont un peu façonné l'image de Bim Bam Badaboum et de héros aventuriers au grand cœur qu'a Belmondo. Et donc, comme je disais, L'Homme de Rio, c'est un film de 1964 et qui a influencé énormément de cinéastes et de cinématographie, et le film est lui-même pétri d'influences diverses et variées sur lesquelles nous allons revenir après. Mais avant ça, on va quand même parler de Philippe de Broca, qui est un cinéaste dont on a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission, notamment il y a 2 ans à l'occasion de la restauration et sortie dans une magnifique édition Blu-ray du Roi de cœur, son film de 1966, ce film maudit en France et film ultra culte et très célébré
aux États-Unis, ce qui avait quand même permis au film de garder justement cette aura de film culte. Et donc on a reposté récemment sur la page YouTube de l'émission la chronique consacrée au fou du roi, au roi de cœur. Et donc je vous invite à la réécouter parce qu'on parle déjà un petit peu de la carrière de Philippe de Broca, qui est donc un cinéaste né en 1933 et décédé en 2004 à l'âge de 71 ans. Car Philippe de Broca, comme beaucoup d'hommes de sa génération, fumait à la chaîne, il fumait des cigarettes comme si on allait en arrêter la fabrication du jour au lendemain. Et donc c'est quand même une des choses qu'il a terrassé, parce qu'effectivement pour avoir eu plusieurs entretiens avec le bonhomme, il a effectivement souvent la clope au bec. Et donc Philippe de Broca, comme son nom l'indique, est un descendant de la noblesse et qui est issu, on va dire, d'une assez illustre famille eux-mêmes d'aventuriers et de héros de guerre, puisque son grand-père et son père sont d'anciens soldats de la Première Guerre mondiale. Le grand-père était aussi peintre et un genre d'aventurier, parce qu'il a beaucoup parcouru le monde pour justement peindre et vivre un peu diverses aventures qui ont beaucoup marqué le jeune Philippe. On retrouve dans le cinéma de Broca son sens pour l'exotisme, ce sens de l'aventure, ce sens du merveilleux et du dépaysement dans plusieurs de ses films, hein, d'ailleurs pas seulement dans L'Homme de Rio. Et lui-même, Philippe de Broca, a été engagé dans les forces armées, puisque comme beaucoup de cinéastes de la même époque, notamment Pierre Schoendorfer, qui est un cinéaste qui est un peu plus ancien, mais il a aussi été au SCA, donc le service cinématographique des armées, et il revient de son service militaire avec une haine profonde de l'uniforme et des armées de manière générale, ce qui d'ailleurs marquera profondément son cinéma, notamment dans Le Roi de cœur, mais aussi dans beaucoup d'autres où il disait lui-même qu'en revenant de son service et après diverses horreurs qu'il avait pu voir et tout simplement le milieu militaire, il refusera d'œuvrer par la suite dans son œuvre sur des œuvres, ou en tout cas des propos volontairement tragiques ou bien qui seraient nihilistes ou qui seraient déprimants. Lui, ce qu'il voulait vraiment faire, c'est du film populaire, du film d'aventure, du film de genre. Parfois, on a pu lui accoler avec ses premiers films une étiquette de vaudeville, ce qui je pense est un peu réductrice, mais il avait quand même une étiquette, en tout cas qui est souvent accolée à son cinéma, d'un cinéma léger, voire frivole. Ce qui se met vraiment en œuvre dans ses premiers films, en 1960 avec le Farceur et Les Jeux de l'amour, qui datent tous les deux de la même année, et qui donc sont contemporains de la Nouvelle Vague, parce que lui-même a commencé à la même époque. Il était assistant réalisateur sur les premiers films de Claude Chabrol, sur les 400 coups, sur les 400 coups de Truffaut. Il a bossé avec Henri Decoing. Voilà, il a vraiment œuvré dans cette bande-là, et c'est Chabrol par ailleurs qui produira ses deux premiers films, en lui disant en gros, je t'aide à produire tes deux premiers films, mais après tu te démerdes parce que j'ai déjà les miens à produire, c'est suffisamment de boulot. Dans mon souvenir, il a été pas mal défendu dans les cahiers de Broca. C'était un des rares, justement, à faire du cinéma populaire français, qui était un peu... justement, avec ses premiers films-là, qui sont tous, dont le héros est à chaque fois incarné par Jean-Pierre Cassel, qui est une belle gueule du cinéma français, qui était jeune, qui était un très bon danseur, qui avait vraiment un physique de jeune premier, mais avec aussi un caractère assez espiègle, léger, et dans tous ses premiers films, c'est vraiment ça qui se retrouve. À la fois, il a souvent été mis un peu en dehors de la nouvelle vague, mais il avait quand même un peu les mêmes... pas forcément principe de mise en scène, mais on va dire le même savoir-faire technique. C'est-à-dire que c'est souvent des équipes réduites, un matériel très léger, une caméra très mobile, une caméra qui pouvait aller dans la rue pour justement capter une certaine vérité documentaire, mais associée à un véritable sens du lyrique et du romantisme. Car en plus, la majorité de ces films sont coécrits par Daniel Boulanger, qui est un des grands auteurs français, qui est un des membres maintenant depuis plusieurs années de l'Académie française, écrivain très renommé, et surtout un dialoguiste absolument formidable, qui avait, ça se voit à la fois dans les films comme L'Homme de Rio, comme dans Les Tribulations d'un Chinois en Chine, ou dans Le Roi de cœur, un sens de la formule et un sens du dialogue qui est absolument époustouflant, d'autant que de manière générale les films de Broca sont incarnés par une palanquée d'acteurs absolument formidables. Il aura tourné avec tous les plus grands noms du cinéma français de l'époque quasiment, donc outre Belmondo, il y aura Jean Rochefort, Mariel, Noiret, Brasseur, Guillaumard, Serrault, Piccoli aussi, donc voilà, absolument tout le monde, parce qu'il y a vraiment un caractère de ces films qui se dégage et qui, je pense, est très agréable pour les acteurs. C'est à la fois, donc, c'est par exemple quelqu'un qui était très sympathique sur un plateau, même si c'était un gros bosseur qui tournait extrêmement vite. Ce qui d'ailleurs se voit parfois dans certains de ses films, c'est qu'il fallait toujours aller plus vite. C'est toujours comme un peu un esprit d'être toujours en mouvement, d'être toujours
ne jamais s'arrêter, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans L'Homme de Rio, ce caractère d'action permanente. Il y a très peu de moments de respiration dans le film, et on y reviendra une fois de plus encore un petit peu après. Et c'est vrai que pour des comédiens, avoir des dialogues comme ça et des situations pareilles que celles dans lesquelles ces films les mettent, je pense absolument délicieux, surtout pour les acteurs de l'époque qui aimaient vraiment beaucoup se diversifier dans les films qu'ils font, que ce soit justement Piccoli dans les films qu'il fera avec Godard, ou après d'autres films qu'il fera avec De Broca. C'est extrêmement différent, et on voit bien tout un peu la palette de jeux que toute cette tripotée d'acteurs de l'époque, que ce soit les Bouquet, les Serrault, les Piccoli, Marielle, ils avaient vraiment une palette de jeux incroyable qui se retrouve vraiment, je trouve, dans le cinéma de Broca. Oui, moi je voudrais rebondir sur ce que tu avais dit un petit peu au début concernant l'Homme de Rio, et ce que je considère un petit peu comme le deuxième volet de son diptyque, c'est-à-dire les tribulations d'un Chinois en Chine. C'est en fait le rapport à l'enfance que procure ce cinéaste. Donc sa carrière s'est terminée en 2004, donc avec Viper au point. Mais il me semble que c'est un cinéaste qu'on pouvait retrouver dans beaucoup de vidéothèques familiales, et c'était un cinéma qu'on pouvait partager avec bonhomie, en famille, petits et grands, et ça c'était très intéressant. Moi, à titre personnel, c'est comme ça que j'ai découvert ce film. C'est du moins les deux films, c'était en gros c'était avec ma famille, les soirées du dimanche soir en vidéoclub. Donc du coup c'est le film qu'on projette, donc les films du dimanche soir. Du coup, c'est totalement dans la thématique, parce que moi, j'ai un rapport à ce niveau-là, un petit peu Madeleine de Proust. J'ai un souvenir très ému des tribulations, notamment d'un Chinois en Chine, que je trouve que c'est un film absolument merveilleux. Et même par la suite, je me souviens que quand Chouan était sorti, voire même quand Le Bossu, donc ça c'est un peu plus tard aussi. Chouan, Le Bossu, c'est 97 et Chouan, c'est 88. Ouais. Je me souviens en fait que c'est des films qui faisaient événement en fait. Voilà, un cinéma qui a des choses à dire en termes bien entendu de romanesque, mais aussi de rapport au monde. On en reviendra sur L'Homme de Rio, parce que au-delà que ça soit du film Tagala Poum Poum, on pourrait dire ça comme ça, il y a aussi un rapport dans L'Homme de Rio, notamment un rapport moquerie vis-à-vis de l'armée, qui est assez intéressant à surligner. Et il y a aussi tout un rapport par rapport à une espèce de société, pas de consommation, mais une espèce de société moderne qui en fait s'ennuie et qui s'enlise. Et à ce titre, le premier plan de L'Homme de Rio, qui est une vache, qui fait totalement, qui jure en fait dans le paysage global du film. On se dit mais pourquoi Philippe de Broca en fait a ouvert son film avec une vache? Mais en fait si, c'est la vache qui regarde le train, qui se fait chier en fait. Et en fait il y a un rapport au monde dans le cinéma de Philippe de Broca qui est assez intéressant, au-delà bien entendu de changer sur les costumes, sur les décors et son sens du romanesque absolument voilà. Exceptionnel. En plus cet attrait pour le romanesque, ça vient vraiment de l'appétence et l'amour qu'a, je pense, de Broca à la fois pour une littérature populaire, une littérature de gare, classique, les romans de Paul Féval par exemple, et il a abordé énormément de genres, alors que comme le grand truc des Français c'est plutôt le polar, lui il aura fait du film de guerre, il aura fait du film d'action, il a fait beaucoup de films en costume, il a fait du film d'aventure, il a fait du cap et d'épée justement, qui était un genre extrêmement populaire, enfin qui marchait très bien au box-office, qui a fait la gloire de Jean Marais. On avait fait d'ailleurs une émission sur le cap et d'épée, qui est un genre que j'adore et que lui-même va aborder. Après, ses premiers films qui justement sont plus légers, c'est-à-dire des genres de romances dans Paris, qui sont excessivement bien faits, qui sont hyper délicieux pour le coup, mais c'est en 1962 avec Cartouche, donc c'est que là il va vraiment toucher à ça. C'est la première fois qu'il tourne avec Bebel, il va tourner avec Rochefort, il va tourner avec Jess Anne. C'est Claudia Cardinal aussi. C'est la grande Claudia qui donc joue le love interest du film, qui joue une magnifique gitane dans le film. Et justement, on va faire une petite pause en écoutant le thème qu'a composé Georges Delerue pour Cartouche. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et c'était le thème du film Cartouche composé par Georges Delerue pour le film de Philippe de Broca, donc Cartouche en 1962, la première collaboration de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo. Et après il en fera plusieurs autres fameuses, mais donc comme on en parlait avant cette pause musicale, il a abordé de nombreux genres
très populaires, et notamment le film de KPDP qui à l'époque cartonnait beaucoup. Il y avait les films de La Patelière, il y avait le diptyque de Bernard Borderie sur les Trois Mousquetaires, voilà, ça marchait vraiment beaucoup. Il y avait ces figures, ces stars, il y avait Gérard Barret, il y avait Jean Marais, il y avait Guy Delormeau-Méchant, il y avait Mylène de Mongeau qui était vraiment un genre extrêmement populaire mais qui pourtant était assez méprisé, alors que je trouve que c'est vraiment le swashbuckler à la française, quoi, comme les Américains. Très Michael Curtis. Moi, je trouve très Michael Curtis, quoi. C'est-à-dire très Michael Curtis. Voilà, c'est très enlevé, quoi. Voilà. Toujours très avec de la gambette en collant, quoi. C'est ça, exactement. Bien, voilà, de la gambette bien galbée en collant. Exactement. Et là, en l'occurrence, c'est Euclida Cardinal qui joue une magnifique gitane qui sera le love interest du film. Donc Cartouche est un peu un genre de bandit au grand cœur dans le film de Philippe de Broca qui va aller détrousser les riches pour aller nourrir la plèbe des bas-fonds de Paris. Donc il y a quand même toujours un petit peu ce côté Robin des Bois moderne et relativement social, on va dire, quand même, qui est une chose qui n'est pas souvent en filigrane dans les films de Broca, même si il le dit lui-même, c'est pas des choses qui l'intéressent, les problématiques sociales, de faire des films politiques, de faire des films engagés. Lui, ça transparaît quand même. Oui, je trouve que c'est plus des héros libertaires en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de militantisme au sens politique ou un truc comme ça, mais tu vois, Cartouche, enfin surtout Belmondo, je trouve. Ouais. Il y a une espèce de côté, voilà, libertaire, quoi, voilà, une espèce d'affranchissement justement des normes sociales et des normes physiques qui rend finalement le film assez qui rend les films finalement politiques mais de manière indirecte, quoi, en fait, de manière assez indirecte. C'est ça que, et du coup avec Cartouche il touche pour la première fois au grand succès public parce que le film marche vraiment très bien, ça permet de Belmondo est quand même la grosse star montante du cinéma français, et avec De Broca ça va permettre à Belmondo en fait d'investir un nouveau corps de cinéma, on va dire, parce que ce soit dans les films de Melville ou dans les films de Godard, il n'a pas vraiment l'occasion de faire énormément de cascades, de devenir l'héros bim bam badaboum qu'il est devenu par la suite. Et c'est vraiment avec le cinéma de Broca que là il va se mettre à faire des prouesses physiques. Il réalise quand même la majorité de ses cascades, même s'il est entouré des meilleurs cascadeurs français, notamment pour L'Homme de Rio avec Gilles Delamarre, avec qui il bossera sur beaucoup de films par la suite. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, Belmondo, enfin, à la limite même encore quelque part aujourd'hui, Belmondo c'est un athlète, c'est quelqu'un qui fait ancien lutteur, ancien boxeur, enfin c'est quelqu'un qui est un sportif accompli, donc et qui adore, il paraît-il qui adorait faire ça, les cascades. C'était un de ses trucs préférés. C'est ça que ça se voit. Il a un corps d'athlète et il a une mentalité d'athlète. C'est-à-dire que la prouesse physique, on est là pour le dépassement, quoi. Et pour le coup, sur le film de KPDP, c'est vrai que ça le rapproche pas mal de Jean Marais, qui était un acteur extrêmement physique, qui faisait lui-même la grande majorité de ses cascades, notamment dans Le Capitaine, quand on le voit escalader avec juste 2 couteaux. Un château fort, c'est quand même... scène classique de truc de KPDP, quoi. Escalade de la tour au couteau. Et là, on voit vraiment qu'il n'y a pas de bullshit parce que c'est juste un plan avec un zoom sur la gueule de Jean Marais, et Belmondo est quand même assez coutumier du fait. Donc ça sera beaucoup de trucs dans L'Homme de Rio, ça sera la façade d'un immeuble, un saut en parachute, des trucs comme ça. Pour la petite anecdote, en fait, faut savoir que en fait la dimension physique de Belmondo est on va dire reconnue de tous, notamment par ses pairs, parce qu'il faut savoir que un acteur aussi physique que Sylvester Stallone, notre Sly adoré, est un ultra fan de Belmondo. En fait. Il était très respecté, je crois, dans les, mais même parce qu'il avait plein de potes sportifs. Ouais. Et il était assez bien vu, justement, contrairement à Delon qui a toujours une réputation de mec désagréable. Voilà, de mec déplaisant. Belmondo, voilà, il savait. Puis Belmondo, c'est un mec qui aimait bien bouffer aussi. Hein, donc évidemment, dès que tu te retrouves avec un Gabin, avec un Ventura, tu vois, ou avec des. Et justement, c'est pour ça qu'il s'entendait très bien avec l'ancienne génération et qu'il était capable de jouer en fait avec des acteurs de génération très différente, parce qu'il est très français en fait. Il est très français, et surtout il avait un amour du sport, que ce soit le foot, le vélo, c'est vraiment un truc qu'il adorait, et avec qui il pouvait parler, avec les cascadeurs, avec ses potes acteurs, tout ça, il avait la capacité de naviguer quand même dans toutes les couches sociales que représente le milieu du cinéma. Et c'est étonnant, parce que ça donne l'impression que Belmondo c'est une espèce de héros, d'acteur prolétaire, alors que pas du tout. C'est fils d'un sculpteur qui est quand même assez connu. Il vient d'une famille d'artistes. C'est pas du tout quelqu'un de. C'est pas un enfant de la rue. C'est pas un enfant de la rue du tout. Mais par contre, il a réussi à créer ça, à introduire ça dans son propre personnage, et en grande partie justement par ce côté sportif et athlétique. C'est vrai qu'il nous a ultra gouailleur en plus. C'est un acteur qui nous a accompagnés. Ça fait
Ça fait 70 ans, ça fait 60 ans qu'il nous accompagne le Bébel, et après bon, même sa carrière avec le professionnel et tout ça, ces espèces de séries B flicardes qui sont fun, qui sont aussi qui font partie aussi d'une vidéothèque familiale qu'on découvre quand on est, mais pas que, parce qu'il y a aussi mais pas que, parce que tu vois dans la fameuse série des parce qu'il y a eu toute une série de films, donc il y a le Guignolo, le meilleur, et moi le Magnifique, moi je me souviens que quand je l'ai vu la première fois, j'avais regardé ça, comment dire, en pensant que c'était justement un truc genre le professionnel, que c'était justement cette espèce de et en fait dans les années 70, je trouve qu'il y a vachement de variété en fait. Quand tu regardes un film comme ce film-là, ou un film comme Le corps de mon ennemi par exemple, qui est un super film avec Bébel, là pour le coup hyper social et tout ça, qui est un Verneuil si mes souvenirs sont bons, et je trouve que t'as une même, je veux dire que je trouve que les séries B tournées par Bébel sont meilleures que les séries B tournées par Delon. Elles sont quand même moins facho. Elles sont moins facho et moins nanar, elles sont moins rigolardes quoi. Après le truc c'est que quand même Delon dans les années 80, il avait tendance à essayer de plus se diversifier et faire des films beaucoup plus variés, mais qui étaient quand même aussi beaucoup plus ratés. Alors que Bébel, à partir des années 80, il est rentré dans une formule quand il bosse avec René Château, qui est un peu toujours la même, mais qui fonctionne hyper bien. C'est vraiment de la production de série avec lui un héros qui va faire du pif-paf. L'As des As de Gérard Houry, c'est formidable. Qui a la seule participation, enfin la seule collaboration entre Gérard Houry et Belmondo. Elle est absolument. Et moi que j'ai pas vu depuis super longtemps, mais qui est un film que j'ai vu 100 000 fois quand j'étais enfant. Ça bouge pas. Et c'est un super film quoi. Où il met des bourre-pifs à des nazis. Que demander de plus. Voilà, que demander de plus. Et donc Belmondo retrouve De Broca en 1964 avec L'Homme de Rio, qui là aussi est un film sous de très grosses influences franco-belges, avec du coup la grande référence c'est connu, c'est Tintin de Hergé. Pendant pas mal de temps quand même, De Broca, qui est un tintinophile éclairé et fortement convaincu, a essayer de le mettre à l'écran, tout après en s'avouant lui-même que ça allait être extrêmement difficile et quasiment impossible, même si on trouve des acteurs qui ressemblent. Donc plutôt que de faire un film de Tintin, faire un film avec l'esprit de Tintin. Donc en engageant Bébel pour jouer le sous-Tintin, on va dire qu'il va vivre des aventures de par le monde. Un Tintin sexué. Voilà, c'est ça justement, c'est ça la différence, c'est que vu que c'est Bébel, c'est pas non plus un corps de cinéma qui serait totalement innocent, parce que c'est une bête de scène et une bête de sexe, Bébel quoi. Puis il y a Dorléac quand même dans L'Homme de Rio, qui est quand même choupinette. The Wrong Kid Died. Ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à cette adaptation de Tintin, il y a deux choses. Donc De Broca, en fait, ça l'emmerdait d'avoir un héros asexué. Donc ça l'emmerdait en fait il voulait Dorléac, donc ça l'emmerdait de pas avoir Françoise Dorléac. Et une deuxième chose, c'est que en fait, il avait peur de ne pas avoir le final cut par ceux qui détenaient les droits de Tintin en fait aussi. Ouais, voilà, donc il avait dit oulala, ils vont me saouler. Les connards d'ayant droit d'Hergé qui sont il y a des très beaux textes d'Albert Algou sur qui lui aussi est un tintinophile averti et qui ne supporte pas les éditions Moulinsart, qui sont des gens pour lui qui ont capté un héritage culturel et qui se font du blé sur un héritage culturel de manière absolument éhontée quoi. Et je comprends pourquoi est-ce qu'il a préféré faire L'Homme de Rio. Ça devait déjà à l'époque être très compliqué, je pense. Ouais, et donc à la fois il y a cette influence Tintin, il y a aussi l'influence du grand héros qui démarre à la même époque au cinéma d'ailleurs, 007, James Bond. Il y a un véritable côté d'aventure et de héros à la cool, aimant à gonzesse. Et puis le rapport au décor à la 007. Et quand même pour bosser là-dessus, De Broca bosse avec une équipe de scénaristes de bâtard total, on va le dire. Il y a Daniel Boulanger qui reprend avec lui. Il y a Ariane Mouchkine, qui n'est pas encore la grande dame du théâtre qu'elle est devenue par la suite, qui était la fille du producteur en fait, Mouchkine, qui a produit L'Homme de Rio et qui produit plusieurs autres films de Broca. Il la met un petit peu là-dessus pour la tester. Elle écrit un genre de pitch qu'après eux vont retravailler. Et il y a Jean-Paul Rapneau, qui est un héritier spirituel, je trouve vraiment, du cinéma de Broca, qui va travailler là-dessus. Et puis Rapneau qui était un pote de Truffaut aussi. Ils étaient potes tous les. Enfin, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés un peu. Il était assistant réel, je crois. Et c'est vrai que l'écriture de Rapneau, que ce soit dans ses films ou bien pour les films de Broca, je la trouve absolument délicieuse, parce qu'il a un véritable sens du rythme et le sens pour trouver des MacGuffins qui vont être intéressants. Là, en l'occurrence, c'est dans un musée en France, il y a une statuette Maltèque qui a été volée. Françoise d'Orléac, qui est la fille du savant qu'il a découvert, a été enlevée aussi, et donc Bébel
n'écoutant que son courage et ses 8 jours de permission, parce qu'il est soldat, les 8 jours de permission qui lui ont été accordés, va la suivre aux 4 coins du monde, et donc notamment au Brésil, où ça va être sans discontinuer une poursuite de 1h50, avec un rythme effréné, dans à chaque fois un décor différent. Il n'y a pas 2 décors semblables dans tout le film, donc à la fois il va traverser les grandes zones de Brasilia, de construction, qui est magnifique. C'est la meilleure, moi je trouve que c'est la partie la plus intéressante du film, parce que c'est la partie où en fait tu vois un monde que tu ne peux pas voir aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un peu comme Touche pas la femme blanche de Marco Ferri, c'est-à-dire qu'on te montre à l'écran un décor qui est génial, mais qui est un décor que tu ne peux plus voir aujourd'hui tel qu'il est, puisque Brasilia aujourd'hui, c'est tout ce qu'on voit, c'est Brasilia en chantier en fait. Et aujourd'hui tout ça, c'est des immeubles, c'est des zones. Et c'est ce qui est incroyable dans le film, c'est donc sur la question du décor et de Belmondo dans le décor. Donc c'est Brasilia qui est en construction avec ses immeubles ultra modernes, mais qui est totalement dépeuplé. C'est vraiment vide. Il y a que Belmondo qui mène un ballet d'action là-dedans, et c'est vraiment que c'est incroyable à voir. C'est une ville de SF en fait. Voilà, la manière dont De Broca gère le décor et les scènes d'action. C'est en fait alors on pourra reparler un petit peu de la mise en scène de Broca sur tout le film, mais c'est vrai que cette dernière partie, il s'affranchit un petit peu du côté dormir c'est mourir, où en gros on va revenir un peu sur son sens du cadre. Il y a un côté cartoon en fait. Et sur ses entrées et sorties de champ, et sur son côté cartoon. Et dans cette dernière partie de Brasilia, il y a un vrai côté cinéma d'abstraction, voire même cinéma expérimental, parce que comme tu le dis le doc, ce Brasilia donc, qui est issu en fait de l'esprit de Oscar Niemeyer, le grand architecte brésilien, en fait est en construction, et De Broca a l'excellente idée en fait de jouer avec toutes les lignes de cette architecture moderne, carrée, limite de science-fiction, géométrique, hyper géométrique, et en fait il y a des contrastes de couleurs qui sont super entre le bleu du ciel, désertique, voilà, le côté bleu du ciel, en fait, exactement, c'est le vert, le sable, le ciel, enfin je trouve qu'il y a ces deux immeubles, le blanc des tours, et en fait il joue avec ces lignes là qui sont, pour un caméraman et pour un cinéaste, c'est du pain béni de jouer là-dedans. Et en plus, tu claques Bébel avec en plus une relecture de La mort aux trousses de Hitchcock avec les 3 bagnoles. Enfin bon, bref, il s'éclate complètement, et en même temps, il s'éclate, ça reste de l'aventure, et en même temps, il y a ce côté abstraction, limite quasi expérimental. Il n'y a pas de musique dans cette séquence-là. Donc c'est assez hallucinant de voir cette modernité, alors qu'on pourrait croire que voilà, on est sur quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire une tradition qui vient du KPDP, et puis voilà, De Broca a inventé le film d'aventure tel qu'on le connaît maintenant, mais voilà, il est dans une espèce de tradition du romanesque et de l'action, et ici il explose les limites. C'est assez fascinant de voir cette séquence-là pétrie de références à d'autres cinémas. Enfin bref, c'est un réel plaisir. D'autant qu'il a un style de mise en scène de Broca qui, je trouve, est faussement simple. Souvent ça pourrait être résumé à de la captation de bagnoles qui bougent, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et ça passe notamment par son découpage et par son montage, puisque je trouve qu'il y a chez De Broca à la fois dans l'humour, dans un côté très burlesque, des tartes dans la gueule, des baffes, des tartes à la crème, des machins comme ça. Il y a un côté extrêmement cartoon, et qui passe aussi par le montage. Il disait que pour L'Homme de Rio, il avait eu beaucoup de mal à trouver les rythmes, que les premiers montages de L'Homme de Rio ne fonctionnaient pas du tout, parce que c'était beaucoup trop lent, c'était beaucoup trop mou, et en fait ces cadres et ces mouvements de caméra qui sont assez simples, c'est souvent des panoramiques ou bien ce genre de plan, allié quand même à un montage qui est extrêmement rapide, surtout pour l'époque, ça fonctionne hyper bien, et il y a vraiment un côté de course-poursuite à la Bibiple Coyote qu'il y a entre les poursuivants de Bébel et puis Bébel lui-même, quoi, ce qui donne vraiment un côté hyper jouissif. Surtout qu'effectivement il y a des trucs, enfin il fait semblant de tomber d'un truc, voilà, il fait un cri pour faire semblant qu'il tombe, enfin voilà, il y a tout un tas de ruses, on se cache dans les décors, on passe d'un immeuble à un autre en utilisant des éléments du décor. Il y a presque un côté de Jackie Chan, enfin c'est marrant, il y a presque un côté de Jackie Chan dans cette scène là, moi je trouve. Enfin, plutôt Jackie Chan à mon avis, je serais pas surpris d'apprendre qu'il connaît ce film là. Oui, justement il avait dit lui-même que quand il avait vu les films de Belmondo des années 60, Les Tribulations, qui est aussi un film très très tintinesque, et L'Homme de Rio, qu'il a vu notamment, qu'il faisait toutes ces cascades, il s'est dit putain, mais moi je veux faire ça aussi, quoi, aller me balader en haut d'un immeuble, aller faire des sauts en parachute, aller grimper en haut des arbres, aller faire des bagarres avec tout ce qui me passe sous la main, que ce soit une échelle, une planche de bois, une cuillère, ou bien j'en sais rien. C'est vraiment une grosse influence, parce que Bébel, ses films notamment étaient d'énormes cartons à Hong Kong, ce qui est vraiment pas étonnant. Il y avait les films en France en tout cas, il y avait les films de Belmondo et les films de Pierre Richard, côté des grosses influences, qui sont deux formes aussi d'utilisation d'un corps de comédien différentes. Chez Pierre Richard, ce sera beaucoup plus burlesque, ce sera beaucoup plus
presque plastique parce que c'est étiré, il a un corps vraiment particulier, et Belmondo qui est plus une force brute mais extrêmement gracieuse. Moi, ce qu'on retrouve aussi du coup dans le cinéma de Chan. Moi je voulais revenir sur ce que tu disais sur la mise en scène faussement simple en fait de Broca où tu dis à juste titre qu'on a l'impression que c'est juste une simple captation de comédiens dans un décor X ou Y, alors que pas du tout, parce que pour De Broca, dormir c'est mourir, donc du coup il faut qu'il y ait de l'action perpétuelle, mais comment tu fais de l'action quand il y a discussion? Et en fait ce qui est hyper intéressant, c'est d'abord son rapport à la profondeur de champ qui est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'un acteur ou un figurant en profondeur de champ, au deuxième ou troisième plan, en fait, va avoir à un moment donné une partie de l'intrigue à son... Il va jouer un rôle en fait dans l'intrigue par une action, parce qu'il va faire un bruit qui va faire trop fort, donc on va lui dire de baisser, donc ça, du coup ça va faire une espèce de petite blagounette. Mais en fait, il y a un rapport tout acteur ou tout figurant dans un plan de Philippe de Broca en fait est moteur d'une possible action, et ça c'est déjà exceptionnel. Ça pour le coup ça fait vraiment très cinéma américain classique, que ce soit les films de Ford ou bien les films de Hawks, même quand le décor est vide comme pour la scène à Brasilia, chaque élément dans le décor fait sens pour l'action, parce qu'on verra bien comment il y a une ligne de fuite où ça va être les bagnoles qui vont débouler, le cadre est toujours rempli, que ce soit par les figurants qui font des actions à l'arrière-plan, des machins comme ça, ou par le décor, y compris quand a priori il serait vide. En fait, tout fait sens, et ce qui donne un dynamisme ahurissant au truc. Et il y a un truc qui est assez intéressant aussi, c'est ces entrées et sorties de champ et le jeu des regards qui est assez passionnant, parce qu'en fait l'action va passer en fait par le dialogue. Une personne, on va dire, si on a sur 3 des personnages principaux, il y a 2 personnages qui vont discuter, il y a le 3e qui va arriver. Du coup, il va avoir une sortie de champ pour rentrer dans un autre champ. Philippe de Broca va faire des décadrages pour les suivre, ou des légers panneaux pour les suivre. Et en fait, voilà, c'est en ce sens que même une scène de dialogue en fait est une scène d'action. Et en fait, ce film-là est assez fascinant à voir parce qu'en fait, il fait action n'importe quoi. En gros, pour Philippe de Broca, même éplucher écosser des petits pois, pour lui, c'est une scène d'action digne d'un. Il peut te mettre du romanesque en fait de derrière éplucher un chou-fleur. Et sur le romanesque, qui est, on va dire, le côté romantique qu'il y a dans ces films, ce que je trouve très astucieux, c'est que ces dialogues sont quand même souvent très vifs, les comédiens les récitent et les jouent à une vitesse ahurissante, notamment les scènes de d'Orléac. Et dans ces... faut bien préciser qu'ils passent leur temps à se pouiller pendant tout le film, mais vraiment, mais pareil, encore en mode comédie romantique années 40, à la Hawks, quoi. À la Hawks, voilà, en mode la Dame du Vendredi, quoi, tu vois, on est complètement là-dedans, quoi. Et ces rares moments de pause, entre guillemets, dans l'intrigue où un peu les personnages se posent, finalement tout ce côté romantique, romanesque passera plus que par le dialogue ou par un repos du cadre, par la musique de Georges Delerue, qui est de Broca, c'est le cinéaste qui a le plus bossé avec Delerue. Je crois qu'ils ont fait une dizaine ou une quinzaine de films ensemble, et en fait il a suffisamment confiance en Georges Delerue, qui est un compositeur exceptionnel, pour lui déléguer tout le côté reposant que pourrait y avoir dans son film, parce que il compose notamment pour L'Homme de Rio quelques petites musiques au piano qui sont très douces, qui sont très enlevées, qui sont magnifiques, et il va charger à Delerue justement de reposer son rythme. Et il y a quelques scènes où il y a d'Orléac et puis Belmondo qui sont tout seuls dans la cabane du petit laveur de chaussures, ou bien un peu avant sur la plage, où il délègue à Delerue le soin justement de calmer un petit peu le jeu, alors qu'à l'écran ça bouge quand même toujours de manière ultra constante. Et ça, c'est vraiment magnifique, cette symbiose parfaite et cette confiance absolue qu'il a dans le savoir-faire et le génie de son compositeur. C'est ça, et en plus, après, à chaque fois, il y a des espèces d'aération en fait dans ce film qui sont impressionnantes, notamment son sidekick là, ce jeune enfant laveur de chaussures qui en fait va inviter Belmondo et d'Orléac chez lui, et puis là on va retrouver une espèce de maison à la Géo trouve tout, où il faut tirer des cordes pour faire descendre la table. On retrouvera un peu d'ailleurs dans un autre film après de Broca, qui est L'Incorrigible avec Belmondo, et puis Julien Guillaumard, où Guillaumard veut aussi dans une genre de cahute bizarre en haut des marais, où il y a toujours ce même genre d'inventivité constante dans le décor. C'est vrai que même en fait une scène possiblement de repos, parce qu'à ce niveau-là de l'intrigue, en fait Belmondo est crevé et d'Orléac, on va dire, est sous influence, et en fait on dit bon bah là ils vont se reposer, ils vont attendre. L'intrigue serait que on va attendre que d'Orléac en fait reprenne ses esprits et tout ça, et non, en fait il arrive dans cette baraque et pom pom pom, ça envoie dans tous les sens, d'espèces de jeux trouve tout. Il y a un côté Jacques Tati, je trouve, dans ce film, notamment dans cette séquence-là de la maison, une espèce de maison sur pilotis, donc utilisée magnifiquement. Et au tout début du film, dans le
le musée, à un moment, il y a une très très courte focale sur des escaliers où tu vois l'homme perdu en fait dans une immensité institutionnelle. Et j'ai cru voir Playtime en fait dans ce cadre-là. Et il y a un rapport à Tati qui me semble particulier en fait. Alors je n'ai rien lu en fait sur ces particularités-là, sur ce voisinage-là, mais en fait un cadre plus une espèce de maison, on va dire un peu tatillenne. Ça m'a assez frappé. Et puis même l'opposition entre les immeubles de Brasilia, justement, qui sont des espèces d'immeubles froids où vit la classe dirigeante en fait, et puis justement cette baraque de laveur de cireur de chaussures qui est une baraque populaire, des brouillards de système D avec une espèce d'opposition comme ça entre des riches qui vivent au sommet de Tour d'Ivoire mais qui sont un peu incapables de rien faire, et puis des pauvres qui sont beaucoup plus des merdards quoi. Et avec Bebel qui fait le lien lui en moment qui passe d'un espace à un autre quoi. Puis il y a quand même ce goût qu'a De Broca et qu'a Belmondo, que ce soit dans l'Homme de Rio, les tribulations, ou bien dans le Mossy, des machins comme ça, c'est cette passion pour quand même détruire le décor. Il y a dans l'Homme de Rio une bataille dans un bar qui justement suit qui est totalement gratuite, qui suit un moment d'accalmie, on va dire, où il y a un tour de chant, guitare limite, qui est un peu dirigé par la patronne du bar, et après. Ça se transforme en Sam Peckinpah. Totalement gratuite. Il y a une bagarre de bar, comme après on pourra retrouver dans les Bud Spencer, comme on avait dans les films de Hawks, des grosses batailles dans un bar où on va littéralement tout casser. Là pour le coup c'est un côté Astérix pour moi. Ouais. C'est-à-dire scène de la bagarre du village qui est hyper drôle, qui est hyper bien emmenée et qu'on retrouvera parodié par De Broca lui-même dans Le Magnifique. Ouais. Oui, cette scène où il va démolir 250 méchants d'un coup, foutre des grands coups de tatane, et qui est vraiment extrêmement drôle, qui est extrêmement bien mené. Et c'est ça que je trouve formidable dans le cinéma de De Broca, c'est cette justement fausse légèreté, mais véritable un amusement qui est constant. Et c'est justement cette volonté de ne pas emmerder le spectateur. C'est vrai qu'il y a sans pour autant que ce soit régressif ou bien stupide. Le plaisir avant tout, en fait. C'est pour ça qu'il y a un rapport je disais en intro que moi j'ai un rapport à l'enfance, mais même en fait quand tu regardes ce film, même en étant adulte, il y a ce rapport-là où tu te souviens des histoires que tu lis, où c'est l'aventure à 2000 à l'heure. Et en fait c'est ça. Et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait il me semble que dans l'Homme de Rio, je pense qu'on utilise de manière quasi exhaustive tous les moyens de transport possibles. Oui. Donc ça c'est bateau, avion, hélicoptère, vélo, pirogue, moto, la moto de flic, le vélo, la course à pied bien entendu. Il y a même un hydravion. Enfin, je veux dire, c'est un film qui épuise toutes les possibilités. En fait, le seul truc qu'il n'avait pas fait, que du coup il fera après dans les tribulations nationales en Chine, c'est la montgolfière. Ah oui, voilà. Parce qu'on peut pas tout mettre d'un coup. Et puis il n'y a pas la trottinette électrique. Ah oui. Le quintuplo non plus. Mais donc ça c'est assez hallucinant. Et après il y a un rapport par rapport au plaisir. J'aime bien cette expression dormir c'est mourir. C'est qu'en fait l'Homme de Rio est aussi un film qui est contaminé par une chose très importante, c'est le cul. C'est-à-dire qu'en fait quand Bebel, donc l'histoire c'est Bebel, il rentre comme tu l'as dit Thomas, il rentre de Perm en fait et il a 8 jours en gros. Il a qu'une envie, c'est d'aller pécho la d'Orléac. C'est de retrouver sa fiancée en gros et qui passe la nuit dans un plumard, et en fait et tout le film là et tout le rapport et le corps de Françoise d'Orléac en fait va être rythmé par ça, notamment une très très belle scène de danse. Notamment, qui va être rythmé par ça. Ah oui, c'est une petite robe bleue. Ouais. Ah ouais, non mais les costumes sont incroyables. C'est une vision, c'est du sexe. En fait, on est avant mai 68, bien entendu, mais en fait, Philippe de Broca fait sa révolution sexuelle limite quoi, en disant que voilà, en fait, en gros, pourquoi Bebel part à Rio, va vivre des aventures toutes plus rocambolesques les unes que les autres. C'est juste une histoire de cul. Et mais surtout qu'il cherche, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il cherche pas l'aventure. Il passe son temps à se plaindre dans le film. Il passe son temps à se plaindre que lui, ce qu'il voudrait, c'est être rentré en France, à Paris. À Paris, en terrasse, pour boire un petit verre de blanc, alors que bon, fait chier de devoir courir aux quatre coins du monde pour aller choper sa blonde. Ah mais il est limite chiant en fait, Belmondo. Ah mais c'est un bonnet de nuit, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est un avanturier bonnet de nuit quoi. C'est assez rigolo à observer, je trouve ça. Et ce qui revient aussi du coup après dans les tribulations d'un Chinois en Chine, où il joue l'homme le plus riche du monde qui est totalement déprimé parce qu'il est riche et en fait il a tout, donc il veut se suicider. Un jour il apprend qu'il est ruiné et là la vie va enfin pouvoir démarrer et vivre des aventures avec son majordome qui est joué par Jean Rochefort, qui est habillé comme Nestor dans Tintin, qui sera suivi par deux flics qui seront les Dupont et Dupont de Tintin aussi, qui sont joués par Mario David et puis Paul Prébois, où il y a vite des aventures aux quatre coins du monde en Chine, qui est
très légèrement basé sur un bouquin de Jules Verne, une fois de plus ce côté ultra populaire, ultra pulp, où là c'est pareil, ça va pas s'arrêter pendant 1h50 quoi. C'est pour ça que cette dimension, on disait en début d'émission, comme tu disais le doc, De Broca ne fait pas du cinéma politique au sens militant du terme, mais en sous-texte, peut-être de manière inconsciente, je sais pas trop, mais en sous-texte il y a quand même ce rapport à la société, ce rapport aux puissances, ce rapport à l'argent, ce rapport à qu'est-ce qu'une relation sociale aussi. Et finalement, il raconte beaucoup de choses en fait d'une certaine France, une France qui s'emmerde en fait, et qui a un désir de liberté, pourtant un désir de liberté. Voilà, c'est un film d'escapisme, la France super moisie, comme dirait la France de Gaulle. Mais moi je trouve qu'il y a un aspect qui est intéressant, dont on n'a pas parlé, mais pour conclure un peu sur cette histoire justement de divertissement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'histoire, moi ça me fascine toujours de voir comment circulent les choses dans l'histoire du cinéma. Donc Tintin, c'est la source de L'Homme de Rio, et moi quand je l'ai vu la première fois, moi je l'avais pas vu quand j'étais enfant, moi, L'Homme de Rio. L'Homme de Rio, je l'ai découvert en version restaurée et j'avais jamais vu le film. Et moi je suis ressorti évidemment en me disant mais comment j'ai pu louper ce film-là, alors que moi je suis un fan de La Folie des Grandeurs, des films avec De Funès, des films avec Bourvil, moi c'est tout à fait mon genre de cinéma, passé complètement à côté. Et je regarde le film et on n'a pas parlé de cette dernière partie du film qui se passe dans une grotte avec la statue qu'il faut placer, et moi je regarde le film et je me dis mais ça ressemble à la première scène de Indiana Jones. Bon, je ressors du cinéma en me disant c'est moi qui chapote, mais curieux quand même, je vais regarder sur internet voir s'il n'y a pas un lien entre Spielberg et De Broca. Et évidemment, je découvre que Spielberg non seulement déjà adore Tintin, en fait à l'occasion de la sortie de Tintin, Spielberg a reparlé de ça, et en fait il dit que L'Homme de Rio c'est un de ses films d'aventure préférés. Parce que c'est un Tintin. Parce que il découvre Tintin par L'Homme de Rio aussi, voilà, parce exactement. Que De Broca en parle, il se dit putain mais c'est quoi ça, Tintin, il va le voir, il se dit putain c'est mortel quoi. Et en fait, et c'est très marrant de voir comment finalement, c'est assez rigolo de voir comment De Broca finalement est pas des ancêtres, mais un des papas des matrices du divertissement spielbergien qui va être la norme dans les années 80 et 90, et dont Spielberg reste toujours le maître aujourd'hui, quoi. Et c'est intéressant de voir comment un cinéaste français peu considéré, je dirais à l'époque dans son pays, même encore peu considéré aujourd'hui, finalement, et moi c'est vrai quand j'ai vu L'Homme de Rio, ce côté Spielbergien, là, ce côté Indiana Jones, l'aventure c'est l'aventure, voilà, et puis avec il y a une malédiction, il y a le temple qui s'écroule, enfin voilà, il y a rien qui va, voilà, exactement, il y a des histoires de rayons de lumière, enfin moi ça m'avait et par ailleurs dans L'Homme de Rio c'est une super scène. C'est une super scène, qui est magnifiquement éclairée, qui est super. Je sais pas si elle est tournée en décor naturel, cette scène-là. Je crois si justement ça avait été tourné en décor naturel. Parce qu'il y a assez peu de studios quand même, c'est aussi un des trucs de L'Homme de Rio, c'est qu'il y a assez peu de studios finalement, à part dans la version parisienne et puis l'appartement à Brasilia, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne partie du film se déroule, et ça c'est peut-être l'héritage de la nouvelle vague justement. C'est le fait d'aller tourner, d'aller faire un film à l'américaine. Mais avec certains principes en tout cas, qui viennent de la nouvelle vague. Des équipes très érudites. Dans le Blu-ray du film, il y a plusieurs documentaires qui sont réalisés par Jérôme Vibon, et justement il y a plusieurs personnes qui reviennent justement que beaucoup de scènes ont été tournées à 5 ou 6 personnes. Parce qu'il y avait le caméraman, le preneur de son, le réal, et puis les 2 acteurs, quoi. Ce qui est dingue quand tu penses à ça aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, tu te dis des scènes comme ça réalisées par 5-6 personnes, sérieusement, quoi. Enfin. Ouais, c'est totalement, c'est ahurissant, et c'est ce qui frappe sur beaucoup de films par la suite, même si après il y a quelques films qui fait comme Chouan, Le Bossu ou bien Les Milliers de Nuits qui sont beaucoup plus friqués, où là il a beaucoup plus de moyens, donc c'est une infrastructure beaucoup plus lourde. Mais ces films des années 60, c'est vraiment ça, c'est un côté rock'n'roll, un peu rock'n'roll, un côté pop, que ce soit dans ces films d'aventure ou des films on va dire un peu plus calmes, on va dire en termes d'action, qui fera par la suite comme le formidable Le Diable par la queue. Avec Yves Montand, qui est noble dans un château, et qui doit ouvrir son château au public parce que son château tombe en... C'est génial ce film. C'est fort. Je l'ai vu il y a super longtemps, mais Jean-Pierre Mariel m'a rarement autant fait rire, et pourtant c'est dire, hein, il a pas de moustache, mais alors il joue un genre de séducteur cabotin, mais qui est formidable. Il y a Claude Pied-Plus, Montand est génial, Montand qui surjoue l'accent méridional, mais alors d'une force. Je sais plus qui c'est la fille. Je crois qu'il y a Marthe Keller qui va notamment jouer dans le film d'après de Broca, qui est Les Caprices de Marie, et qui finira par épouser par la suite. Et avec Les Caprices de Marie, c'est la première fois qu'il tourne avec un acteur et qui va beaucoup jouer après. C'est
Philippe Noiret, qui est un acteur qui fait jouer, qui à chaque fois lui donne des rôles de composition qui sont absolument merveilleux, où Noiret peut s'en donner à cœur joie, à la fois dans un côté ultra gouailleur et excessif, et qui en même temps est souvent très doux et vraiment qui est très touchant. Dans Les Caprices de Marie, notamment, il joue un genre de prof un peu loser qui est vraiment extrêmement touchant, qui malheureusement sont des films qui vont pas beaucoup marcher par la suite, et c'est pour ça qu'il devra se renflouer en refaisant des films avec Bebel comme Le Magnifique en 73, qui est génial, hein. Qui est un film qui est un film concept qui est pour un vrai film méta là pour le coup, un vrai film méta, un vrai film hommage à 007 aussi, et une prise de risque quand même assez grande, moi je trouve, pour Bebel qui qui n'hésite pas à salir sa propre image de héros voilà, en étant odieux, raciste, enfin c'est vraiment une merde quoi. Magnifique, d'un séducteur d'une beaufrie incroyable. Et pareil, tout Le Magnifique, c'est ça, c'est ce que disais tout à l'heure, c'est un écrivain qui s'emmerde, qui a une vie de merde, parce qu'en fait c'est un mec qui dans sa vraie vie, sa vie il est minable, dans mon souvenir il a des problèmes de plomberie, il est amoureux de sa voisine, il ose rien lui dire, enfin tu vois, il se vit lui-même. Et donc pour Belmondo c'est super intéressant ce rôle justement où il est à la fois nul et génie, nul et comment nul dire, formidable, nul, enfin et magnifique, excessivement formidable quoi, on va dire quoi, voilà. Et c'est moi c'est un de mes je pense que c'est un de mes deux Broca préférés, et pareil, découvert très tard ça, comme quoi c'est vraiment parfois tu passes à côté de trucs quoi. C'est-à-dire que toi aussi tu dis que tu aimerais bien avoir l'aplomb de Belmondo pour pouvoir dire à une femme qu'elle a vraiment un épiderme exceptionnel, tu vois, ce genre de choses, de conneries, ou de vouloir courir nu sur la plage et après de lécher le sel de ta peau. Et ça, faut vraiment quand même réussir à la dire sans avoir l'air totalement ridicule. Ouais, faut être Belmondo. Et voilà, c'est ça. Après, le côté des influences, donc on a parlé de Spielberg, on a parlé de Jackie Chan aussi, il y a une autre influence, c'est Azanavicius, il me semble, dans les séries d'OSS. Dans le deuxième OSS 117 notamment. Et l'OSS Rio ne répond plus, alors là c'est à 2000%. Mais oui, il y a des très bons pastiches de l'homme de Rio, où il y a notamment cette scène que moi j'aime, qui me fait beaucoup rire dans le 1617, où Jean Dujardin se retrouve au sommet de la statue du Corcovado, et il y a une scène où on lui tire dessus, et en fait t'as l'impression qu'il y a 50 000 personnes cachées dans les buissons, parce qu'en fait t'as des espèces d'amorces, tu sais, comme on faisait les trucs de balles, les impacts de balles dans les années 60, avec des espèces de petites amorces de feux d'artifice comme ça, et donc il redescend tout l'escalier en sautillant avec des trucs qui sautent comme ça, mais t'as l'impression que tu vois personne, mais t'as l'impression qu'il y a il y a une armée entière en train de lui tirer dessus. Enfin, moi, j'adore ce genre de gag, moi, personnellement. Et c'est vrai que même la couleur, par contre, c'est dans les 77, c'est vraiment la photo, quoi, qui fait vraiment penser le faux Technicolor, la photo de Guillaume Schiffman, qui est vraiment magnifique et qui, justement, est très référencé au film de l'époque et notamment au film de Broca, quoi. Parce que ce soit la photo de l'homme de Rio, des tribulations, de Cartouche, du diable par la queue, c'est pas une photo qui est terne, c'est vraiment un truc qui est magnifié, où les oranges seront hyper oranges, ça sera hyper marqué. Je pense que c'est quoi, c'est du Eastman Color? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Et c'est vrai que la qualité. C'était l'époque, de toute façon. Ouais, c'est du Eastman, je pense. Après, on a oublié de parler d'un truc, alors je vais vite fait parce qu'en fait ça file, mais sur ce côté, on parlait de photos, tout ça de couleurs, et du coup il y a un moment du film, donc c'est à Brasilia, la fuite de Brasilia en fait, et je me dis à un moment il y a un énorme faux raccord en fait par rapport à en fait c'est la nuit, puis après ça devient en fait le crépuscule, et en fait c'est ça qui est intéressant. Non, c'est l'inverse en fait, c'est-à-dire qu'en fait la scène de Brasilia, c'est aussi, je trouve, qui est intéressant, c'est une scène qui se passe à l'aube. Ouais. C'est-à-dire quand il sort de l'immeuble, en fait, il sort de la soirée, et en fait tu vois le soleil qui se reflète et qui se lève. Tu vois le soleil qui se lève, et en fait plus il avance, alors après il y a peut-être des faux raccords, mais en fait plus il avance, plus il fait jour en fait. Mais par contre on passe de lumière de l'aube à lumière de midi en deux plans. Mais comme quoi en fait il s'en foutait. Le soleil se lève très vite là-bas. Mais c'est comme quoi il s'en fout, comme tu disais en fait par rapport à son montage et à sa quête d'action perpétuelle, c'est qu'en fait le faux raccord pour lui n'est pas un problème en fait. Surtout qu'on s'en fout complètement. La visibilité de toute façon. On s'en fout puisque le raccord est fait par le corps de Belmondo. Donc le raccord, il n'y a pas besoin d'avoir un raccord. Ça fait très nouvelle vague aussi. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, moi, ça me choque absolument pas dans cette scène-là. Mais en fait, j'y ai pensé. Je fais tiens, à un moment, le soleil, il est quand même bien haut, alors que le record d'avant, le plan d'avant, ouf. Non, mais du coup, c'est moi qui ai un petit laps, une défaillance temporelle. Autre chose aussi sur les films de Broca, et c'est un truc qui se trouve pas seulement dans ces films historiques ou bien en costume comme le bossu, comme Chouan, comme l'Africain, mais c'est sur la question des personnages, sur le dépaysement total qu'ils ont de manière quasi systématique. Ils sont souvent plongés dans un environnement qu'ils ne maîtrisent pas forcément, et les persos qu'ils représentent sont en général beaucoup plus altruistes que les persos ne le pensent, ou alors qu'ils sont donnés à voir, comme le perso de Belmondo, qui justement, on le dit, un mec qui pense juste à récupérer sa gonzesse, mais qui en cours de route ne va pas non plus se comporter comme un connard avec
tous les gens qu'il croise, il va essayer de sauver le gamin des rues, il va essayer de sauver le mec qui se fait péter la gueule dans le bar, dans les tribulations, il va aussi, il y a plusieurs personnages annexes qui va quand même, à qui il va sauver la mise de manière assez régulière. Et c'est un truc qui est vraiment intéressant, c'est que les persos qui pourraient être vus comme des sales cons, finalement le sont beaucoup moins par leur action. Plus que par leurs propos, mais par justement la manière dont ils vont utiliser leur corps et la puissance de leur corps pour justement aller vers les autres. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est vraiment intéressant, et ça que c'est un truc qui va continuer à creuser dans le réseau Sakharov, dans un film qui est formidable encore avec Bebel en 75, qui est L'Incorrigible, où la Bebel se donne à cœur joie dans le cabotinage et dans les déguisements. Il se déguise en femme, en marin breton. C'est un personnage qui est menteur, qui est hableur, qui va faire des braquages avec son oncle qui est joué par Julien Guillaumard pour aller voler des grands tableaux de maître en mentant effrontément à tout le monde. Julien Guillaumard, c'est probablement un de mes seconds rôles préférés. Ah ouais. Moi j'adore Julien Guillaumard. Qui a une voix incroyable. La meilleure chose qui soit sortie de Morlaix, mais alors haut la main quoi. Oui, enfin une des bonnes choses que c'est sortie de Morlaix quand même. Si, Julien Guillaumard, et c'est dommage parce que ça c'est un acteur qui est un peu oublié aujourd'hui, alors que moi je trouve que ça fait partie de ces acteurs de second plan comme ça, et comme tu disais Mario David tout à l'heure, qui sont des espèces de mecs qu'on voyait dans tous les films et qui sont toujours bien, de De Funès notamment. Ah ouais, moi c'est dans De Funès que j'ai De Funès. C'est lui qui jouait en général le prof de sport de De Funès dans Oscar, tout ça, qui est un acteur incroyable, qui a un véritable corps parce que c'est un ancien lutteur. C'est une sorte de Ventura en fait, c'est un genre de Ventura en moins ombrageux, on va dire quoi. Alors en moins ombrageux, mais il y a des scènes super bien, la scène de la douche dans le Cornio, de Mario David, et c'est ça qui est bien, c'est pareil, Julien Guillaumard, et il faudrait, j'en profite pour dire qu'il faudrait revoir ce film qui s'appelle Comme un chien dans un jeu de quilles, avec Pierre Richard justement et Julien Guillaumard, un des films tournés en Bretagne, dans le film c'est ensuite Finistère, sur une histoire de mec qui vient aider son frère, qui est interprété par Jean Carmet, et il y a un hobro local qui est interprété par Guillaumard, qui veut le virer de sa terre, enfin une espèce de conte paysan en fait quoi, et qui est un film assez étonnant, que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant, et qui était assez étonnant. Faut pas parler de L'Homme de Rio, moi ça développe de la nostalgie. C'est vrai, je me rappelle à l'époque. Et donc voilà, je disais après L'Homme de Rio, tout ça, il va continuer un peu. Il y a la poudre d'escampette aussi qui est sympa. La poudre d'escampette, c'est super bien. Il fera notamment quand même 2 films avec Girardot et Noiret, qui est Tendre Poulet et On a volé la cuisse de Jupiter, qui sera encadré entre les deux par Le Cavaleur, un film avec Jean Rochefort aussi qui est magnifique, qui a été un échec cuisant, mais qui est peut-être un des plus beaux rôles de Jean Rochefort. Dedans, il est vraiment extrêmement touchant. C'est un cavaleur, un mec qui va essayer d'aller un petit peu à droite, à gauche. Évidemment, ça va pas se passer comme c'est prévu. Et qui est un film qui est vraiment très très beau, qui malheureusement n'a pas eu le succès, je pense, qu'il méritait, parce que c'est aussi de Broca, c'est un des réals qui a vraiment su utiliser les acteurs qu'il avait à sa disposition. Comme je disais, à la fois parce que je pense que les mecs étaient hyper contents de bosser pour lui, de par la finesse de l'écriture qu'il avait pour ses scénarios, mais aussi parce qu'il leur laissait comme une certaine liberté, et on va dire, il y a un plaisir de jeu évident dans les films de Broca. Qui est, je trouve, absolument incroyable. Même, c'est du cinéma de comédien. Voilà, que même quand ils tournent avec Auteuil ou bien avec Lucchini pour Le Bossu, tu vois vraiment qu'ils ont un plaisir incroyable à jouer ça. Lucchini se délègue de jouer un sale fils de pute, veule, machin, terrible. Et il le fait super bien. C'est-à-dire que c'est pas du tout comme chez Romer, quoi. Tu vois vraiment qu'il y a un véritable plaisir à jouer un personnage pulp, un mec vraiment méchant, quoi. Il y a vraiment un truc vicieux dedans. Mais finalement, moi je pense que des mecs comme Vincent Price ou comment il s'appelle, que j'aime beaucoup, Basil Rathbone, qui est un peu la pute du film de KPDP des années 30, qui joue toujours des rôles d'enfoiré, et tu sens la jouissance pareil quand on te donne un méchant. Et pour moi, je pense que pour un acteur, c'est presque mieux, quoi. Enfin, je veux dire, plutôt que d'être le jeune héros un peu fade, d'être le salaud. Par exemple, là, dans L'Homme de Rio, c'est le méchant, c'est Jean Servet, qui est un acteur qui est pas du tout un acteur nouvelle vague, un acteur vachement plus traditionnel, qui est très Renoir parce qu'il a beaucoup joué, qui a joué chez Renoir, enfin qui est vraiment un mec de l'ancienne école, et là tu sens qu'il adore ça, quoi. Enfin, je veux dire, il a joué le scientifique dévoyé, enfin ça marche très bien, quoi. Ça marche très bien là aussi. Non, mais c'est vrai qu'il y a toute une unité de personnages. C'est vrai que de toute façon, jouer des méchants, c'est quand même beaucoup plus cool parce que tu peux cabotiner comme un porc, quoi, quand tu fais un méchant. Et c'est vrai que c'est toujours hyper appréciable. Et la galerie de personnages que développe De Broca dans son cinéma, que ce soit les gentils, les méchants, les personnages de femmes, qui sont beaucoup moins gourdes a priori que ce qu'on pourrait croire, parce que il était très attaché à ça. Parce que De Broca, c'est quand même un cinéaste qui a un univers, en tout cas, des personnages qui sont
assez macho, assez vieille France justement, où la femme, c'est la bonne femme. En fait, ces personnages féminins sont beaucoup plus tendres et beaucoup. C'est des emmerdeuses. Ouais, c'est des emmerdeuses. C'est des emmerdeuses, donc c'est les seules qui sont capables de répondre justement au virilisme un peu bêta de certains de ces héros, quoi. Et que ça soit Piccoli dans La Poudre d'Escampette ou les Noiret avec Girardot, ou même dans L'Homme de Rio, quoi. Il fait Belmondo justement, où c'est genre ce corps d'homme massif. Très fier de son poil et qui en fait va être abaissé parce que la femme lui dit que bon, il est quand même un peu ridicule et qu'il faudra peut-être grandir un petit peu. Hein. Non mais voilà, c'est ça. Et ça c'est vachement bien. Moi j'aime beaucoup la manière dont il a fait jouer les actrices, quoi. Justement, et les choix des actrices, parce que Dorléac c'est pas une. Justement, ça n'a jamais été une actrice nunuche. Ça n'a jamais été une actrice nunuche, hein, Dorléac. Elle a toujours joué des rôles dans Cul-de-sac, de Polanski. Elle a toujours joué des rôles. C'est assez dur. Hein. Ouais, assez dur et en même temps assez sexué, justement, là aussi. C'est un corps, contrairement à sa sœur, contrairement à Deneuve, ça c'est dingue comment ça. Qui est beaucoup plus froide. Ah bah, qui est beaucoup plus Hitchcockienne, là. C'est la reine de Neuve, quoi. C'est la reine de Neuve, alors que Dorléac, il y avait à côté Girl Next Door, quand même, chez Dorléac, qui était super sympa. Enfin, mais malheureusement, elle nous décédée beaucoup trop tôt dans un accident de voiture, et c'est bien dommage parce que c'était une actrice très belle et très talentueuse. Moi, j'aimais beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Comme on dit, the wrong kid died. Ouais. Comme on dit dans vos cards. Donc là, malheureusement, on est un peu charrette. On va devoir s'arrêter là. Donc une fois de plus, voyez ou découvrez le cinéma de Philippe de Broca. C'est toujours une merveille absolue, même quand il y a des trucs un peu moyens. C'est toujours super bien. Pour l'instant, je n'ai jamais vu un seul film nul de Philippe de Broca, à part peut-être Les Mille et Une Nuits, mais encore il y a plein. Est-ce que c'était pas un téléfilm? Il y a plein de trucs super sympas. C'est un téléfilm, mais il y a quand même plein de trucs super sympas dedans. Avec Junio, c'est ça? Ouais, et Catherine Zeta-Jones, son premier rôle à l'écran. Pas mal, prends ça Hollywood. Une fois de plus, hein. Monsieur à bon goût. Voilà, influenceur de talent. Influenceur de talent à Hollywood. Vieux cochon. Donc je rappelle que L'Homme de Rio passe à Rennes au cinéma Arvor dans le cadre des films du dimanche soir qui sont proposés par En attendant Godard, nous-mêmes donc, et Le Cinéma est mort sur Canal B. C'est dimanche prochain à 21h15 dans sa magnifique copie restaurée en 2013. Et donc, ça vaut vraiment le coup aussi. Voilà, ouais, venez nombreux et nombreuses, vous allez prendre un panard pas possible pour fêter l'été. On va passer au coup de cœur, Dr Erwan. Eh bien moi, ce sera un coup de cœur musical avec le groupe Tool qui s'est reformé, qui commence à rejouer ensemble depuis quelques temps et que j'ai eu l'occasion de voir en clôture du Hellfest dimanche dernier, et c'était vachement sympatoche. D'où la fatigue physique. Voilà, donc j'ai beaucoup remué la tête, j'ai un peu mal à la nuque, voilà, exactement. Mais c'était vachement, c'était très bien et c'était très agréable et ça faisait plaisir de se voir ce groupe que je n'avais jamais vu de ma vie. Donc c'était un grand plaisir. Carrément Fleuret. Coup de cœur musical également avec le groupe Agaloc de Portland, Oregon, un espèce de mélange de folk, pagan, black metal, doom, post-metal, bref, on sait pas trop ce que c'est ce merdier là, qui s'est séparé malheureusement en 2014, mais dont le dernier album The Serpent and the Sphere vaut magnifiquement le coup, et notamment sa dernière chanson, le titre m'échappe, un post-black metal de 12 minutes démentiel. Voilà, et du coup un petit big up à Anto, il se reconnaîtra. Ouais, voilà, effectivement, Agaloc, c'est de la musique de mec qui fait du bruit mais qui donne vachement d'émotion au cœur quand même. Oh là oui. Et à propos de musique de druide. Exactement. Et donc moi, à propos d'émotion au cœur, ça sera comme la semaine dernière un film de Sam Peckinpah que j'ai revu, qui est Junior Bonheur, ou Junior Booner comme dirait Thibaut. Junior Booner, le dernier bougoureur. Donc le deuxième film qu'il a tourné avec Steve McQueen, film une fois plus sur la fin de l'Ouest, la fin du western, la fin du mythe américain. C'est absolument magnifique et bouleversant. Voilà. Et Gal pour finir. Et ben moi ce sera Perfect Blue que j'avais jamais vu, qui est quand même plutôt pas mal. Oui, qui est bien. Un feel good movie une fois de plus de Satoshi Kon, film magnifique. Donc merci d'ailleurs beaucoup à Gal pour la technique, ainsi qu'au Dr Erwan qui a assuré l'intérim pendant 50 minutes. Merci beaucoup mon cher. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission en direct où donc on parlera de la musique de Robert Zimmerman. D'ici là, portez-vous bien. Prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut.